dit, c'est que quand j'avais 8 ans, j'ai monté les 132 marches de la colline Saint-Jacques à Cavaillon, et sur Saint-Jacques, j'ai trouvé une pointe d'amphore romaine. Ça m'a fait un effet considérable. J'avais trouvé une antiquité, une chose qu'on met dans les musées, et surtout une chose qui remontait d'un monde qui n'était pas le nôtre, d'un monde autre, d'un monde aboli, le monde romain dont je savais l'existence par le manuel d'école primaire. Alors je suis rentré chez moi, je suis monté au grenier, j'ai vu sous une cloche de verre le bouquet de mariage de ma mère, j'ai soulevé la cloche de verre, jeté le bouquet de mariage, mis l'amphore à sa place, oui c'est freudien, mis l'amphore à la place, après moi j'ai reçu une fessée. Par la suite, ça a continué cette obsession. Mes parents sont allés habiter Nîmes, c'est à Nîmes que j'ai vécu la guerre et les bombardements, et il y a un musée archéologique somptueux. J'y allais tout le temps, faisant, s'il le fallait, l'école buissonnière pour y aller, si bien que le conservateur, frappé de l'obstination de ce petit garçon, m'a pris en main, s'est occupé de moi, enfin, j'allais plus en classe, j'allais au musée. Bien, alors, après ça, j'ai fait quand même un effort l'année. Et alors, mes parents se demandaient ce qu'il fallait me faire faire. Alors, le notaire a dit, puisqu'il s'intéresse aux choses d'instruction, il faut l'envoyer dans une boîte qui s'appelle l'École normale supérieure, dont nous avons appris ainsi l'existence. Et alors donc, on a écrit, fait ce qu'il fallait, et j'ai été envoyé dans une sorte de bagne culturelle. La Cagne, où on ressort au bout de 3 mois avec un coup de couteau entre les omoplates, tellement on travaille dur. Ce sont les classes de préparation aux grandes écoles qui sont beaucoup plus prenantes que d'aller à la faculté et qui vous instruisent très fortement pour la vie. Oui, on y fait, comme c'était pour l'école normale supérieure lettres, on y fait de la dissertation sur la littérature française. Latin, grec, une langue vivante, moi c'était l'allemand, philo. On fait les 5 matières littéraires qui préparent. Et quant à l'école normale, elle a pour métier, c'est une boîte où on va, où vous êtes logé, nourri, payé, déjà, on devient fonctionnaire dès l'entrée si on y réussit, et où on vous fait préparer les examens qui préparent l'agrégation. Quelle était donc l'école normale, où il n'y avait aucun enseignement, on travaillait tout seul, mais dans la pratique, d'abord il est difficile d'y entrer. C'est un concours où il y a un candidat sur 12 qui est reçu. Oui, on est 30 par promotion, il y a 350 candidats. Il paraît que c'est encore la même chose maintenant. À l'école normale, ce qu'on fait, bon, c'est qu'on se débrouille tout seul pour préparer la licence et l'agrégation. En Cagne, on est déjà préparé. Mais la moitié des gens qui y sont, profitant de ce séjour et des conditions somptueuses, bibliothèques énormes, laboratoires gigantesques pour les scientifiques, profitent de ces conditions pour préparer quelque chose, pour se préparer à la recherche, et au lieu de devenir professeur de lycée, deviennent prof de fac ou chercheur scientifique, enfin, essayer de faire une carrière plus compliquée. Moi, je suis entré avec l'intention de devenir historien de l'Antiquité et de faire, je parlerai après, qui est l'école française de Rome. Je n'ai pas dit la Villa Médici où vont les artistes, j'ai dit le Palais Farnèse où vont les spécialistes de l'Antiquité, qui ne sont plus élèves, alors c'est déjà un premier poste. Bon, je ne vous raconte pas la vie en Cagne, c'est rigolo, il se passe des choses marrantes, on s'amuse follement. Ah oui, et puis, c'était dans les années 52-53. La grande affaire, c'était que nous étions 300, il y avait dans ces 300 un groupe catholique de 30 personnes et une cellule communiste fortement organisée de 30 ou 35. Il fallait absolument, étant donné les souvenirs de la libération
il aurait été déshonorant que je ne m'inscrive pas au Parti communiste. Je m'y suis donc inscrit, j'ai pris ma carte, tout en sachant pertinemment la réalité de ce qu'était l'URSS, je le savais. Mais ce sont ces choses qui existent, les croyances doubles. Je n'ai pas dit la mauvaise foi, ça c'est du ça. C'est une chose différente. C'est qu'on a deux choses qu'on sait à la fois et on a des raisons de penser du mal. On laisse de côté des choses dont on passe du mal et on se met bien avec le parti. Alors donc j'ai été au Parti communiste de 1951 à 1956. 1956, le parti, ça a été l'entrée des chars soviétiques à Budapest. Alors ça a été la bonne raison pour quitter enfin un parti auquel pas mal de mes camarades ne croyaient pas. C'est une chose intéressante à étudier, ces croyances doubles. Cela dit, la moitié des autres communistes y croyaient et avaient la foi du charbonnier. Bon, je vous ai raconté le plus curieux de l'école normale. L'école française de Rome, là on n'est plus du tout étudiant, on est grassement payé, et on a pour métier, pour obligation. Jusqu'ici, on n'a manié que des livres de latin, des livres de grec, des dictionnaires, etc. À l'école de Rome, on vous y envoie et on vous paie 2 ans de séjour à Rome, avec l'obligation de vous intéresser désormais aux objets matériels de l'Antiquité, aux statues, aux bas-reliefs, aux peintures, ou si vous préférez ça, aux vases, aux monnaies, mais enfin à un objet qu'on ne trouve qu'en Italie, aussi bien dans votre bibliothèque universitaire. Alors, l'école française de Rome était en ce temps-là juchée en haut de l'ambassade de France au palais Farnèse. Les rapports avec les diplomates étaient froids. Nous n'avions pas corps diplomatique, bien sûr, à l'arrière de la voiture. Mais enfin, moi, j'avais une voiture. J'avais une traction avant. C'était pas rien. Et avec ma puissante traction avant, dans cette Italie si pauvre du lendemain de la guerre, où il y avait très peu de voitures, j'ai sillonné l'Italie dans tous les sens et visité à peu près tous les musées. Quittant l'école de Rome en 1957, je suis nommé maître de conférence, on disait à cette époque assistant, à la Sorbonne. C'est là que j'ai fait donc mon premier cours, vers le 2 novembre 1957, avec un trac insensé. J'étais, sortant à peine d'être étudiant, devant une flopée d'étudiants de latin qui avaient presque mon âge, et j'avais très peur. Je suis sorti à l'état second de mon premier cours. Vous voyez la Sorbonne, j'ai parcouru l'espace qui sépare la Sorbonne du boulevard Saint-Michel. À l'état second, je me suis reconnu en bas du boulevard Saint-Michel. Ça a été cette première fois, après ça n'a plus joué. Quelle est la différence fondamentale? Ensuite, il se trouve que j'ai eu des relations aimables avec Michel Piccoli, qui m'a fait jouer pour lui le rôle de M. Jourdain dans des choses sur René Char qu'il faisait au théâtre. Il y a une différence fondamentale. Quand on est prof, on joue tout au plus sa réputation auprès des étudiants. Et je dois dire qu'on n'a vraiment pas peur. Quand on est comédien, on joue sa peau. D'abord, tout le monde a le trac en entrant en scène. Je vois encore Piccoli et Dominique Blanc, comme ça, se tenant à 2 bras, et je dis à Dominique Blanc, tu veux pas que je te donne un biscuit? Il me dit non, je me montrerai. Bon, enfin, il rentre en scène, ça va mieux. Et alors, quand on rentre, moi, avant d'entrer en scène, on me prévenait que je devais entrer en scène, je disais chaque fois, déjà. Mais dès qu'on entre en scène, il y a une chose extraordinaire. Premièrement, on est complètement serein. Le trac, la peur ont complètement disparu. En revanche, on ne voit pas le public. Une espèce de voile noir couvre entièrement le public qu'on ne voit pas. Sauf si dans un coin, il y a un petit méchant qui est en train de susurrer à l'oreille de sa furie que vous êtes vraiment nul, immédiatement, ça se déchire et on voit ces 2 faces là-dedans. Bref, c'est la sale vie. Voilà, alors, voilà la
me suis retrouvé au Collège de France. Je vous l'ai déjà dit que le Collège de France, c'est une sélection de chercheurs qu'on a sélectés et on les récompense en les mettant dans cet endroit bien payé. Ce n'est pas du tout un truc d'enseignement. C'est un endroit où vous êtes mis et payé pour continuer vos recherches. Vous y êtes mis pour ça. On est une cinquantaine et on n'est pas candidat. Il faut qu'un des 50 professeurs au Collège de France ait votre candidature au collège. Il présente votre candidature, tout le monde vote, vous êtes reçu ou non. Si vous êtes reçu, on donne au président de la République à signer la nomination de vous au Collège de France. C'est là peut-être qu'il apprend votre nom et le retient pendant quelques secondes. Le Collège de France relève de l'Élysée au même titre que la Chasse-à-Cour de Rambouillet. C'est un héritage des rois de France. Alors on est 50, on est élus, on est là pour travailler, on n'a aucun étudiant, aucun examen, ce n'est pas un endroit d'enseignement. Vous êtes là pour travailler, simplement vous avez deux obligations. Vous devez faire 16 heures de conférence par an, sauf si vous êtes scientifique, vous n'avez que 4 heures. Mais en fait, les scientifiques sont toute la journée dans leur gros labo, ils dirigent un labo. Quant à vous, vous travaillez où vous voulez, mais enfin, vous travaillez, vous êtes moralement tenu de travailler et de publier des livres. Ça fonctionne, si vous voulez, au respect de soi-même, à la peur de l'opinion. Mais enfin, comme bon, en général, ça se passe bien, il travaille. Bon, je vous ai raconté finalement l'essentiel de ma vie. Dernière chose, j'ai bien fait une vingtaine de fois l'ascension du Ventoux, généralement avec ma femme Estelle Blanc. Et puis, chose dont je suis fier, j'ai fait, moi que vous voyez maigrichon, pas fort, de l'alpinisme. Parce que, vous allez savoir pourquoi. Je suis trouillard, je suis froussard. Au Parti communiste, on s'en était bien aperçu. Mais, comme me le disait un ami à moi, qui était au deuxième bureau et qui savait donc bien la psychologie des gens, il y a deux choses différentes. Avoir peur du danger et avoir peur de la bagarre. Les intellectuels, sauf exception, n'ont pas peur du danger, ils ont peur de la bagarre. Or, la chose merveilleuse de l'alpinisme, c'est que le vertige n'existe pas. Les gens qui se sont mis au bord du vide, vous criez, mais si ça existe, le vertige, j'ai eu le vertige. C'est terminé, et vous vous trouvez sur une pente à 45 ou 50 degrés, avec un type qui vous précède, vous êtes encordé, qui est à 15 mètres au-dessus, mais ça vous fait le même effet que s'il était 15 mètres en avant. Ça n'existe pas, le vertige. En revanche, c'est passionnant, l'alpinisme. Bon, c'est tout. Alors, merci, madame. Je vous en prie. Chamonix, et puis un peu d'Ongoisan. Ah ben, on ne peut pas le faire ailleurs. Non, alors, la première chose... Ah oui, mais l'escalade, je ne suis pas bon du tout, je faisais de la neige glace. C'est des grands ponts. Oh ben, mais ça, c'est pas de l'alpinisme. C'est une longue marche de 12 heures dans la neige. Entre le difficile et le dangereux. Une escalade comme le Dru, que peuvent faire seulement des internationaux, est extrêmement difficile, mais n'offre aucun danger sur l'effort. Il ne peut pas se détacher des rochers qui vous dégringolent sur le crâne. En revanche, le Mont Blanc est facilissime, sauf le passage au début où quelquefois des gens décrochent dans
le couloir d'entrée qu'il faut traverser en courant parce qu'il dégringole des pierres. À part ça, c'est une promenade dans la neige, on ne se sert pratiquement pas de ses mains. On porte un piolet parce que ça fait bien. Ça vous identifie comme alpiniste. Mais c'est rien, c'est une promenade de neige. C'est 12 heures, 14 heures aller-retour. Je me souviens que l'arrivée au sommet, et pour qui n'a pas une cage thoracique énorme, est absolument épouvantante. À quelques mètres du sommet, je respirais à chaque pas et j'envisageais de jeter une boîte, un tube d'aspirine que j'avais dans ma poche afin de m'alléger. Ce qui est extraordinaire. Et ça montre comment sont faites vraiment les choses biologiques, les choses du corps. Vous êtes arrivé au sommet épuisé, à bout de souffle. Vous envoyez autant que n'importe quel autre sommet. Vous vous tournez pour descendre. Au premier pas, le corps, sachant que ce que vous faites maintenant est de la descente, se gonfle d'un coup et vous descendez en courant. Expliquez-moi comment, mais il y a des choses bizarres qui se passent là-dedans. Oui, alors oui, je fais le Mont Blanc, mais je fais aussi les arêtes de Rochefort. Non, le Mont Blanc, si vous voulez, c'est la course. Il faut s'être habitué déjà à l'altitude assez pour respirer à 4800. L'oxygène commence à se faire rare. Mais je ne sais pas si j'ai répondu assez à votre question. Vous avez fait le Mont Blanc. C'est très difficile. Vous avez fait une course à Je vois. Finalement, ça s'est passé assez bien. Sinon, qu'à un moment donné, il s'est arrêté en plein milieu et qu'il a dit j'en ai marre. Il y en a une, c'est Raymond Devos, et l'autre, c'est le mur de lamentation. Et nous sommes quand même arrivés au sommet. Voilà. Mais je suis descendue avec lui parce que j'avais envie de retrouver quelqu'un qui m'avait battu en haut. Et donc, on appelle le refuge du goûter. Non, pas du tout, ça. Refuge Vallot. Ah, vous êtes descendu par Vallot. Oui. Je suis redescendue par Vallot. Mais c'était super fête. Et là, Oui. Bien sûr. Monsieur. Outre l'alpinisme, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de votre compagnonnage avec certains auteurs, avec Sénèque d'une part, avec Virgile, que vous venez juste de retracer. Oui, et il est en vente le 22. Mais il y a plus de notes que de textes. Sénèque, ça m'agace, ça ne me passionne pas, mais il ne convenait pas de le dire. Et en tout cas, il convenait surtout d'expliquer comment fonctionne cette chose qui s'appelle le stoïcisme. Bon, Virgile, il se trouve que c'est, si je peux tout dire, un académisme de toute beauté. C'est d'une beauté de poésie qui est mozartienne. C'est très très beau. Et d'autre part, à la différence de... nous avons été tués par le roman réaliste qui, pour faire réel, vous donne les détails. L'épopée a ce site particulier qu'elle fonctionne à toute vitesse, ne donne jamais les détails, si bien qu'il faut souvent deviner qu'on a changé de lieu, ou plutôt on constate que tout se passe très vite. Ça n'a rien à voir avec le roman. Donc l'Énéide a ceci, c'est que cette chose dont l'écriture est de toute beauté, c'est évidemment un des plus grands poètes du monde, se lit à la vitesse grand V. C'est un roman historique rapide. Donc, et puis c'est d'une beauté d'écriture exceptionnelle.
sais si ce que je dis vous paraît vrai et vous convient. Madame. Oui, je voudrais savoir si vous vous souvenez de combien de fois vous avez rencontré René Char pour écrire votre livre. Oh, mais ça a duré des années. Ça a duré J'y des allais années. tous les mercredis. Ah, vous alliez tous les mercredis. Oui, d'accord. ah ben, il savait que Oui. c'était fait pour écrire un livre sur lui. Il y avait donc un rendez-vous fixe tous les mercredis. Ah, d'accord, oui, oui. Ah, Parce que c'est tellement fouillé que... ah oui, mais c'était pas pour le plaisir. C'était un Oui, boulot. oui. Ah, oui. Et alors donc, alors j'arrivais à le faire parler. Je retiens la poésie par cœur très facilement. J'ai une mémoire poétique favorable. Alors, je ne manquais pas, négligemment, de lui réciter un de ses poèmes pour le faire réagir. Alors, du coup, il m'expliquait ce que ça voulait dire, on lui piquait une colère insensée. Ça, c'était une fois de rage, un jour sur deux. Alors donc, il y a un jour, je me suis trompé. Il y avait des lavandes noires dans un poème, je n'ai pas compris ce que c'était. Il a piqué une colère insensée qui a duré 2 grandes heures, pendant 2 heures, avec une parfaite égalité de ton, mais avec le ton implacable d'un conflit diplomatique au sommet. Il m'a défilé pendant 2 heures, sans une insulte, sans un de ces mots qui se plantent dans l'amour propre, avec une espèce de supériorité, mais implacable, tout le mal qu'il pensait de ce que j'avais dit. Au bout de 2 heures, il a terminé. Ce qu'il m'avait dit pendant 2 heures, étant aussi obscur que ses poèmes, c'est absolument pas ce qu'il m'a dit. Mais il y avait plus drôle. J'arrive un mercredi, il me dit, écoutez, Ben, je suis désolé. C'est inattendu, j'ai une femme qui débarque chez moi. Elle ne m'avait pas dit. Alors écoutez, ce que vous allez faire, je monterai un moment avec elle. Sa chambre était à l'étage. Je monterai un moment avec elle, restez là en bas, puis je redescendrai. Ne vous en faites pas, après moi, c'est vous qui monterez. J'ai vécu, j'ai pu voir de mes yeux ce qu'était l'atmosphère surréaliste des années 30. C'est inappréciable pour l'histoire de la littérature et pour la connaissance du cœur humain. Ah, c'était extraordinaire. Oui, je pense que c'était un personnage extraordinaire. C'était un personnage. Il avait vraiment mauvais caractère. Oui. Oui. Alors, on avait justement prévu de vous faire une petite surprise en vous lisant un poème de Chartres qu'on va faire. Ça me rappellera des souvenirs généralement bons. Non, l'homme par ailleurs était un héros d'une force de caractère renversante. Monsieur Ben, vous avez écrit un livre sur René Char et vous avez dit dans ce livre que René Char aimait être compris, mais surtout qu'il aimait être aimé. Donc, à l'occasion de votre venue ce soir, j'ai lu quelques poèmes de René Char et j'ai choisi, je vais vous dire maintenant à vous, bien évidemment, ainsi qu'à toute la salle. Peut-être que, puisque vous essayez de faire réagir M. Char, peut-être que cela vous fera réagir aussi. Quel est-il? Alors, c'est Jouvence des Névons. Et j'ai choisi celui-là parce que je crois que c'est la naissance, en fait, de ce personnage et de sa rébellion dans la vie. Donc, pour moi, c'était important. Et en plus, celui-là, je le trouve accessible. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour moi, quand je lis René Char. Dans le parc des Névons ceinturés de prairies, un ruisseau sans talus, un enfant sans amis, nuancent leur tristesse et vivent mieux ainsi. Dans le parc des Névons, un rebelle s'est joint au ruisseau, à l'enfant, à leur mirage enfin. Dans le parc des Névons,
Mortel serait l'été sans la voix d'un grillon qui, par instant, se tait. Oui, le parc des Névons, c'est à la sortie de Ville-sur-Sorgue, sur la route vers le sud. C'était la maison du père et de la redoutable mère de René. Je l'appelle René, c'est pas par snobisme, c'est une convention. Quand je raconte des choses dont je suis témoin ou qu'il m'a dit, je dis René. Quand c'est moi qui spécule, je dis Charles. C'est important quand on fait un livre sur quelqu'un que ceux qui utilisent ça pour faire de l'histoire de la littérature ou pour connaître René Char puissent savoir si ce que vous dites, vous le savez de source sûre ou si c'est une spéculation de votre esprit. Oui, René enfant habitait donc avec sa redoutable mère, qu'il adorait et détestait à la fois, et qui essayait de faire qu'il soit comme tout le monde, ce que justement il n'était pas, il ne voulait pas être. Il habitait donc cette grande maison avec un parc qui était le parc des Névons. Il était furieux contre son frère aîné, qui de plus a été collabo pendant la guerre, et il s'entraînait à coups de poing contre le tronc. Ça fait allusion à cette période où brusquement il s'est mis à être contre tout, y compris contre les gens qui écrivent des livres sur lui, et également contre les Allemands occupants, et également contre André Breton, enfin j'en passe. Est-ce que c'est ce côté rebelle qui t'a accroché chez René Char? Le côté rebelle n'était qu'une conséquence de sa force de caractère et de son formidable individualisme. De toute façon, la solution était claire. Il fallait envoyer des coups de poing. Attention, si vous envoyez un coup de poing, c'est la leçon qu'il avait donnée à André Breton dans les années 30. Il ne faut pas sottement, comme André Breton, taper comme ça en avant. Vous faites ça, un mouvement tournant, et vous êtes content après ça. J'espère que c'est le René Char, que vous retrouvez le René Char que vous avez deviné. Non, mais cet homme a été en conséquence. Et puis alors, avec chose un sens de l'organisation et un sérieux d'organisation exceptionnel. Ça a été un grand chef de la résistance. Et les gaullistes le savaient si bien qu'avant le débarquement dans le Midi du 15 août 1944, ils ont fait venir René Char à Alger par un coup de sous-marin, je ne sais plus si c'était en Lancaster, un avion ou un sous-marin, et ils l'ont gardé, préféré qu'il ne soit pas là quand il viendrait tenir le pays, enfin libérer le pays et organiser. De toute façon, la haine de René Char pour De Gaulle, je ne juge pas politiquement. C'est quelque chose d'insensé. Il l'appelait la grenouille aux grandes oreilles, c'est la moindre des choses. C'est comment? Qui venait de quoi? La dissidence, la haine, le choc, pardon, pas la haine, entre la résistance intérieure, ou certains aspects de la résistance intérieure, et la résistance de l'autre, entre De Gaulle et les maquisards. Char était persuadé que, en réunissant des résistants en France, il y avait une élite gouvernante qui gouvernerait la France au mieux. Et De Gaulle leur prenait ça, pour faire une toute autre France. C'est le conflit, si vous voulez, entre la résistance intérieure de gauche et le gaullisme. Et puis, mettons que, oui, De Gaulle avait une prestance extraordinaire, mais l'autre, quand il voulait l'avoir, l'avait aussi. Alors, je voudrais savoir la scène où ils se sont rencontrés. Ah non, c'est bon d'avoir rencontré un grand homme et d'avoir vu ce qu'a été, à un moment, la situation littéraire et intellectuelle de la France au temps du surréalisme. Enfin,
directement parce que c'est pas lui qui commandait, c'était André Breton, qui n'est pas supportable. Comment l'avez-vous rencontré et pourquoi avez-vous écrit un livre avec lui? Quand j'avais 19 ans, j'ouvre au hasard un jour un premier poème. À tort ou à raison, ce que j'ai cru, l'évidence du génie a été immédiate. Je me suis dit, c'est le grand poète de la seconde moitié du siècle. Alors, je suis allé le voir, rue des, je me souviens, dans le 6e à Paris. Je suis resté 1 heure, j'en suis sorti émerveillé comme d'un coup de soleil, en me disant, fais gaffe, Paul, ne refous jamais les pieds chez ce type. Il va te capter complètement, tu vas être son fanatique, et du coup il te méprisera et te jettera. Ce qui est arrivé avec je ne sais pas combien de malheureux, dont des poètes, bon, je ne donne pas les noms. Mais ça, c'était le coup classique. Effectivement, je ne suis jamais retourné. Si, je suis retourné, je suis rentré au collège en 40, je devais avoir 47-48 ans, j'étais au Collège de France, pour je n'avais vu d'autres. Alors là, je suis retourné, et puis au bout de 2 ou 3 jours, je lui ai dit, j'ai envie de faire un livre chez vous. Et j'en ai fait un essai. Donnez! Alors je lui ai donné ma feuille, il a lu calmement, il m'a dit, c'est bien. Continuez. Et alors il a été convenu que je reviendrai tous les mercredis. 3 ans. Et tout ça à Paris alors, pas Ah non, à l'Église-sur-Saône, j'habitais déjà Bédouin. J'ai profité de mon arrivée à Bédouin pour aller à Bédouin pour aller le retrouver. Voyons, je suis arrivé sur 84 peut-être. J'ai noté tout ça, mais j'ai oublié. Oui, autour de l'année 84. Vous voyez plein de gens intéressants à cette époque. J'étais avec Michel Foucault, je voyais le monde du théâtre, et puis René Char, enfin, c'était instructif. Et c'était plein, si vous voulez. Monsieur Vael, vous avez fréquenté tous les grands auteurs, tous les grands hommes de l'Antiquité, par les livres, par la pensée, par d'autres manières. Quelle est la personne, ou quelles sont les 2 personnes de l'Antiquité grecque ou romaine que vous auriez aimé rencontrer dans la vie? Aristote et Virgile. Pas Platon. Pourquoi? Je ne veux pas le dire. Vous voulez nous le faire deviner? Non. Et puis, dire du mal de Platon, c'est mal vu. Et puis, si jamais vous racontez à quelqu'un que j'ai du mal de Platon, il faudra pas penser. Non, Aristote. Carnéade. Enfin, le néo-stoïcisme sceptique, enfin, Carnéade. Le scepticisme. Carnéade, c'est le Michel Foucault de l'Antiquité. Vous pouvez nous en dire plus, monsieur Vael? Sur Platon? Sur Carnéade? Oui. Non. Il faudrait que je rassemble les idées et j'en ai plus. Sinon sur Platon, sur Michel Foucault, peut-être. Ah, c'est l'eau et le feu. Non, Foucault a été un grand copain, c'est-à-dire qu'on se connaissait depuis 1952. Et quand j'ai été élu au collège, où il avait été quelques années auparavant, et puis il était drôle au possible. Bref, ça a été un grand ami. Oui, nous pensons que vous avez passé de très nombreuses heures à étudier les livres dont vous vous êtes servis, et encore plus
pour écrire vos propres ouvrages. La question que je vais vous poser se situe en amont. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur l'histoire de l'écriture ou sur l'histoire des livres. Mais qu'avez-vous appris du travail des auteurs que vous avez étudiés ou traduits, des conditions concrètes dans lesquelles ils ont fait leurs propres recherches, les sources qu'ils ont utilisées et comment ils ont rédigé leurs textes? Foucault, le Fuchs, si j'ose dire, Fuchs veut dire travail extraordinaire et une quantité de lecture extraordinaire. Il était capable de travailler 12 heures par jour et de passer la journée entière à la Nationale. Il a lu pour l'histoire par exemple, j'ai pu voir de près parce qu'il avait commencé à l'école normale, quand il a commencé à s'initier à l'histoire de la médecine. C'est invraisemblable ce qu'il a lu en français, en latin, en anglais, également en allemand. Il avait appris l'allemand. Il a dévoré une bibliothèque. Il était capable de dévorer une bibliothèque. Il y avait une connaissance énorme et qui surplombait avec une aisance étonnante de textes. Donc c'est une information énorme par quelqu'un qui lit très vite, qui est capable de lire très vite et qui domine les textes, qui voit très vite. Il était très très informé. Quand il préparait son dernier livre, il en savait autant que moi sur l'Antiquité. Il en savait certainement plus sur ces mecs que moi. Non, c'est une quantité capable d'emmagasiner une quantité d'informations considérable. Et pour les auteurs encore plus anciens? Je ne sais pas. Quelqu'un comme Virgile savait parfaitement le grec. Je veux dire, il allait de soi, pour un Romain cultivé, de savoir le grec. C'est l'anglais de l'époque. Bien. Mais en outre, ce qui intéressait Virgile, c'est le grec des poètes grecs. Or, il y a autant d'intervalles entre le grec du temps de Virgile, le grec, et le grec poétique antérieur de 5 siècles qu'entre nous et un poète du XIIe siècle. Je ne parle même pas de Villon qui est trop proche. Alors, il a donc fallu que Virgile apprenne ce grec antique que les Grecs eux-mêmes ne savaient plus, et ça ne pouvait se faire qu'avec des éditions annotées. En plus, il y a cette particularité. Les littératures anciennes, une partie de la littérature sanscrite, ce qu'on appelle la littérature kavya, et le grec littéraire, y compris les dernières proses de Platon, sont en poésie depuis 1900. Si vous lisez le Phédon et tout ça, bon, ça se lit aisément. Si vous essayez de lire les lois, on s'accroche sacrément. Quant à la poésie, bon, il faut personne ne lit un d'art. Il faut en avoir fait la traduction et avoir l'édition commentée sous les yeux. Alors, les poètes latins et grecs, lisez les poètes grecs anciens avec des éditions annotées, savantes comme les nôtres. Pour la double difficulté d'une langue beaucoup plus ancienne et d'une obscurité voulue. L'obscurité de René Char. Moins de plus quand même. Et alors, j'ai lu dans le manuel des études indiennes qu'une partie de la littérature sanscrite défie de la même manière la lecture courante. C'est ce qu'on appelle la littérature kavya. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un mot sanskrit. En tout cas, deux pandites, deux lettrés se mettent côte à côte, ouvrent le volume et s'expliquent mutuellement ce que ça veut dire. Voilà tout ce que je sais sur la question. Au-delà des grandes œuvres dont on connaît, la plupart d'entre nous connaissent les titres qu'ils ont lus ou qu'ils vont lire, vous avez beaucoup étudié, beaucoup insisté sur l'aspect de la vie quotidienne, des mœurs, du mode de vie,
Qu'est-ce qui vous a amené à axer votre recherche et votre réflexion sur ces différents aspects de la vie pratique, courante de l'Antiquité romaine et grecque? Je vous avoue franchement que je n'en sais rien. Ah, si. Ça a commencé. Je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas d'études sur la vie amoureuse antique. Il y avait des trucs que je ne nommerai pas. Bon. Il fallait étudier ça. J'en parlais avec Foucault qui s'en occupait au même moment. Je me souviens encore de la formule de Foucault qui était tellement drôle, en me disant les choses sexuelles ont connu 3 époques. Dans l'Antiquité, ce sont les plaisirs. Au Moyen-Âge chrétien, ne serait-ce que pour faire râler. Voilà. Et alors donc, il y avait dans l'Antiquité, devant les choses de l'amour et du sexe, des relations très particulières qui ne sont pas les nôtres, et qu'il n'était pas décent d'expliquer ça. La décence, je m'en foutais. J'ai donc écrit un article qui a scandalisé les bonnes âmes, parce que c'était sur la sexualité antique, sur quoi tout le monde s'est mis à en faire autant, les Anglais à Oxford en ont écrit, enfin on ne peut plus écrire sur la sexualité antique, il y avait un livre anglais sur la question. Généralement par des dames, des Oxfordiennes. Sentiment, est-ce qu'il n'y a pas un certain plaisir à aller, disons, à nommer des choses qui n'étaient pas nommées, ou aller peut-être un petit peu par provocation? Je ne sais pas, non. La provocation, ça n'existe pas, il y a des provoqués, il n'y a pas de provocation. Des choses qui n'étaient pas évoquées. Enfin, c'était un truc qui n'était pas étudié, il fallait bien en parler. Il fallait faire du neuf, et puis j'étais dans l'entourage Foucault, et avec d'autres copains du même genre. Et en fait, depuis, bon, ça s'est ouvert, et je vous dis, la bibliographie déborde. Il y avait la question de l'homosexualité antique, mais c'est trop connu, ça. Non, il n'y avait pas du tout de la provocation, je m'en fous de ce qu'ils pensent.